Donc le deuxième thème porte plus cette fois sur, comme on le disait tout à l'heure, sur la réponse formation par rapport à des évolutions à l'adaptation des compétences aux nouveaux besoins des branches, et notamment comment on peut s'y prendre actuellement dans un contexte un peu modifié pour sécuriser cette réponse formation. Alors comme le disait tout à l'heure Agnès, c'est vrai que on est sur un sujet qui est un sujet un peu structurel et structurant qu'on se pose tous les matins et sur lesquels évidemment chacun fait preuve de nombreuses initiatives. Néanmoins, la période actuelle nous amène peut-être à refaire un point sur cette question-là qui est assez fondamentale. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour de piste sur des retours d'expérience qui ont pu être faits en la matière, c'est-à-dire aujourd'hui, comment on s'y prend, est-ce que c'est un mode un peu nouveau, un peu innovant, est-ce qu'il y a eu des adaptations qui ont pu être faites, on pense évidemment à la question du distanciel et du présentiel. Donc il y a quelques intervenants qui ont souhaité participer à ce premier tour de piste rapide sur ce qui a pu être expérimenté et la manière dont on peut finalement en tirer un certain nombre d'enseignements. Je propose de démarrer par ça et puis ensuite évidemment avec la technique de la main levée. Vous n'hésitez pas à entrer dans la danse pour apporter votre contribution et vos réflexions par rapport à ce qui se dira. Donc moi j'ai pointé en demande, je pense qu'on pourrait commencer tout simplement par écouter, il y a Éric Toilier là qui pourrait, du point de vue du monde des organismes de formation et de son expérience personnelle, peut-être nous faire un petit point sur la manière dont il vit cette situation présente et, euh, et je dirais la façon dont l'adaptation des compétences et la réponse formation aujourd'hui est réinterrogée, sur laquelle peut-être des initiatives nouvelles sont prises, en tout cas au niveau de son vécu. Éric, je te vois, je ne t'entends pas encore. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Est-ce que tu veux bien Ah. ouvrir le bal, s'il te plaît? Oui, oui, je t'en prie, pas de souci. N'hésitez pas de connexion, parce que ça nous arrive un petit peu. On a un Parler son avec qui est les deux casquettes, un hein. peu haché, je dois avouer, par rapport à ça. Ouais. J'ai pris le micro, bon, possible. J'interviens avec les deux casquettes, donc la casquette de vice-président du groupe Fédération, donc au titre global de la branche et des organismes privés, et puis bien président et directeur général de la coopérative On a un petit Créfo. souci. Donc, On a vous un petit m'entendez? souci de son, Eric. Je ne sais pas si tu peux modifier ton. Alors, j'ai coupé la vidéo déjà peut-être pour gagner un peu de bande passante. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux, ouais. Bon, vous me dites. Donc, je disais que j'intervenais avec les deux casquettes. Hein. Donc, vice-président FFP, président directeur général de la coopérative Créfo, qui est présente sur l'ensemble des Hauts-de-France. Oui, en faisant peut-être bref sur la partie retour d'expérience et sur les suites à donner et sur les pistes d'action, c'est sûr que le premier confinement a fait qu'on s'est retrouvé dans une situation. Pendant 15 jours, 3 semaines, on savait plus trop comment faire. C'est un peu ce que disait Sylvie. Et puis, il a fallu trouver des solutions. Et ce sur quoi j'aimerais insister ce matin, en matière d'innovation, jusqu'à présent, le cadre juridique de la formation était très compliqué. Je ne vais pas revenir sur les émissions de TV des années précédentes, les caches investigations, mais on était, nous, dans une profession très réglementée où il fallait des stagiaires dans une salle avec une feuille de présence. Et puis je vais la faire courte, plus on avait de stagiaires et plus les feuilles de présence étaient remplies, mieux on s'en sortait. Sauf que là, on ne peut plus les mettre dans une salle. Donc il a fallu trouver des solutions où on est passé évidemment, alors d'abord sur des classes virtuelles, dans un premier temps, mais
on sait tous autour du micro, la preuve d'ailleurs, on ne peut pas faire une visio 7 heures d'affilée. Au bout de 45 minutes, 1 heure, on a déjà perdu pas mal d'attention. Donc pendant ce confinement, il a fallu mettre en place d'autres modalités qui jusqu'à présent ne nous étaient pas autorisées, parce qu'elles n'étaient pas payées, même si on le faisait parfois, du type formation complètement à distance sur des exercices. Des formateurs qui ont corrigé sur les plateformes les mêmes exercices ont eu des entretiens en bilatéral avec les stagiaires et ont continué à animer des classes virtuelles. On s'est retrouvé sur un modèle qui était un modèle de parcours où on avait à la fois à faire un peu de sur-mesure, parce que les parties bilatérales, formateurs, stagiaires, ou la réalisation des exercices, peu importe la forme de l'exercice, qu'on soit sur de la vidéo avec des questionnaires, des push and play, des serious games ou autres, ou simplement des rédactions ou des choses à faire. Mais tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des formateurs qui pouvaient, j'allais dire, de manière un peu provoque, enfin faire leur vrai métier, de se retrouver avec différents temps, présentiel en groupe, présentiel par plus petits groupes, bilatéral synchrone avec la personne qui prenait plus ou moins de temps, et puis de l'asynchrone complet, puisqu'il fallait corriger les exercices, voir sur les plateformes pour les organismes qui ont une plateforme, voir ce qui se passait et mesurer le timing. C'était vraiment, enfin là pour le coup, même si ce confinement voilà est évidemment difficile, très difficile pour nous tous, pour le coup ça a été une véritable opportunité et de pouvoir réarchitecturer nos parcours de formation, de faire de vrais parcours, de sortir du cadre légal imposé par l'État, de cette fichue feuille de présence qui est signée, je le dis pour toutes les branches, je pense que c'est clair. Voilà, il faut que le stagiaire il ait signé les 7 heures pour qu'on soit payé 7 heures pour ce stagiaire-là. Et si on a 10 stagiaires, voilà, il faudra 10 feuilles de présence, etc. On a pu sortir du cadre puisqu'au bout de 3 semaines, pour le coup, on s'est dit là, on ne peut pas continuer, et en particulier la région sur les formations de droit commun, et puis même la DEFP sur l'ensemble des formations, ont complètement assoupli les règles. Et ça, je voudrais le dire, enfin, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Alors, on ne peut pas faire tout en distanciel, comme le disaient les collègues dans le précédent atelier. Il y a des parties techniques, il y a aussi de la création de collectifs qui ne marchent pas en distanciel. Mais néanmoins, le passage par ce confinement a pu permettre de mettre en place des choses pertinentes qui nous ont permis, avec la confiance du financeur, je le dis de manière un peu provoque, de vraiment faire notre métier. Maintenant, la suite de l'histoire, en particulier sur les financements publics sur marché, où la pression économique est monstrueuse, c'est que si on veut pouvoir s'en sortir, il faut absolument briser le cadre. On ne peut pas continuer avec ces feuilles de présence et ce type de mode de paiement. Il faut nous faire confiance, il faut mettre en place des paiements au parcours ou au collectif, et il faut laisser aux organismes de formation dont c'est le métier organiser ces parcours. On parle depuis des dizaines d'années d'individualisation. Alors c'est sûr qu'avec le mode de paiement dont je vous ai parlé, qui pour moi est à bannir, c'était pas possible. Parce qu'on ne peut pas mettre, nous, un formateur devant une personne. Vous voyez que c'est économiquement pas tenable. Par contre, dans le cadre de paiement au parcours, de paiement collectif, on peut réarchitecturer nos parcours, sachant que sur les formations dites qualifiantes, là je parlais plutôt des formations métiers, après tout, c'est le résultat qui est le plus important. C'est que la personne apprenne à exercer son métier et puisse décrocher le diplôme qui est nécessaire. Sur les formations plus courtes, de perfectionnement, ou en général plutôt pour les salariés ou les agents, c'est un petit peu différent, mais ça n'empêche pas néanmoins que cette nouvelle architecture des parcours doit rentrer dans nos gènes. Juste un dernier élément pour aller dans le sens de ce que disait Sylvie. Par contre, oui, négligeons pas la fracture numérique. On a fait tous les mêmes constats. Nous avons des stagiaires, soit pas de PC, soit dans des zones où on ne peut pas se connecter. Donc, il y a quand même un effort en particulier dans notre région qui reste à faire. Même si ça fonctionne plutôt bien, donc 80-90% des cas, mais il est hors de question de laisser sur le côté les 10% qui ont des difficultés. Voilà. Bien sûr.
Merci beaucoup, Eric. Merci pour ta concision. Évidemment, tu peux revenir dans la discussion au fur et à mesure. Je voudrais peut-être qu'on ait un regard du côté plutôt cette fois des entreprises, des branches. Comment ça se passe du côté de... Je vais donner la parole à François Montanari s'il est d'accord, il est disponible. Comment ça se passe pour vous dans les actions que vous menez actuellement? Voilà, est-ce qu'il y a des évolutions qui ont été nécessaires? Est-ce qu'il y a un mode de faire, un processus de formation, peut-être cette question du sur-mesure, par exemple, qui vient d'être reprise? Monsieur Montanari? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, très bien, on vous entend très bien. Ah bon, très bien. Ok, bah, bonjour à tous. Donc, je suis François Montanari, je suis responsable emploi qualité au sein de 2i Hauts-de-France. Alors, juste un mot sur l'OPCO2I, hein, donc c'est de la filière industrielle. Pour vous dire aussi, on a un gros travail qui est en cours, puisque l'OPCO2I, c'est 32 branches professionnelles, hein, c'est 77 000 salariés, 77 000 pardon, entreprises et 2 millions, 2 millions 7 de salariés. Et il y a une volonté au sein de 2i de développer une synergie au niveau des branches, favoriser l'intersectionnalité, les passerelles interbranches et le partage d'expériences. Vous dire aussi, c'est qu'au niveau de 2i, avant de rentrer dans le sujet, on a créé une direction d'études prospectives qui est en charge d'animer l'observatoire interindustriel, de travailler sur les certifications, donc à la fois existantes et d'en créer des nouvelles autour des CQP, d'animer et de coordonner les branches et aussi de travailler sur l'attractivité et la promotion des métiers. Si on intègre aujourd'hui pour être très clair avec vous, 2i, en fin de compte, sa date de naissance, c'est vraiment le 1er janvier 2020. Donc, on était aussi en phase de construction, de structuration quand on a été aussi impacté par le confinement. Ça ne nous a pas empêché aussi de travailler. Si je me place au niveau donc, essentiellement sur les préparations opérationnelles de l'emploi, je reviendrai sur ça, et aussi sur un autre dispositif qui s'appelle Pass Industrie, qui peut, à mon avis, être une solution. Dans notre planification de PEC, arrive le confinement, tout s'arrête. Essentiellement, des PEC sont reportés, d'autres sont complètement annulés. Celles qui étaient en cours, et je rebondis sur ce qui a été dit, sont passées sur une logique de distanciel. Mais je voudrais aussi insister sur un point sur cet aspect distanciel. Il y a eu une adaptation des organismes de formation qui avaient été référencés dans nos PEC et qui ont travaillé. On est sur des formations techniques. Il est très difficile de former un soudeur ou un chaudronnier de manière virtuelle. Ça n'empêche pas, ou un inspecteur qui contrôle les équipements sous pression nucléaire, par exemple, ça n'empêche pas les organismes de formation d'avoir réfléchi à digitaliser une partie de leur parcours de formation. Sauf que pour certains métiers, si vous n'avez pas un atelier pédagogique de mise en situation, le geste technique est un petit peu difficile à appréhender en virtuel. Donc voilà, il y a eu aussi de la part des organismes de formation avec qui on était engagé sur des PEC, ce travail-là de réflexion, d'utiliser une partie de leur offre de formation. Je vais aussi rebondir par rapport un petit peu à ce que j'ai dit, parce que aujourd'hui, c'est sûr que quand on met en place, je vais prendre PEC, et Vincent Morin est là, et on l'a vécu sur le PEC chimie, puisqu'il a été aussi porteur de cette opération-là, qui a été décalée dans le temps, sur aussi les conditions un petit peu de réussite. Aujourd'hui, le PEC, c'est aussi un partenariat entre les employés de l'organisme de formation, les acteurs de l'emploi que peuvent être Pôle emploi et l'OPCO, puisqu'on a tout à travailler aussi sur l'attractivité, travailler sur le sourcing. Bien souvent, dans la PEC qu'on a mis en place au niveau de la chimie, il y avait une volonté des entreprises d'élargir le public. Donc, ça se pose aussi la question de la connaissance du métier, de l'attractivité de ce métier, mais aussi de mettre en place un parcours de formation qui travaille vraiment la montée en compétences, puisque la PEC est la première partie de la fusée. On était dans une logique de préqualification. Le deuxième étage étant le contrat de professionnalisation, puisqu'on a visé un CQP opérateur de fabrication des industries chimiques, pour viser, en fin de compte, à terme, l'emploi qui était durable, puisqu'il y avait un véritable besoin.
Autre dispositif sur lequel je voudrais insister, c'est Pass Industrie. Initié en 2018 par 9 branches, qui se retrouvent aujourd'hui essentiellement au sein de l'automobilité hors réglementaire, qui rejoint aussi dessus, où il y a une volonté aussi de ne plus partir du métier, mais de partir des compétences. C'est-à-dire que ces 9 branches-là ont identifié 30 compétences qui étaient communes à ces 9 secteurs d'activité pour viser 2 métiers. Là, maintenant, ce qui reste un métier en tension, et la production, autour de tout ce qui était conduite de ligne. L'idée, c'était de partir sur un territoire des besoins exprimés par les entreprises, sur des problèmes d'attractivité, de fidélisation, de transfert de compétences, de préservation de compétences, de problèmes de recrutement, et de les faire réfléchir ensemble pour construire un plan d'action en vue d'apporter une réponse, hein, et en mobilisant les acteurs locaux. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, il y a eu 4 régions qui étaient aujourd'hui référencées dans l'opération Pass Industrie. 100 entreprises ont été concernées. Sur les Hauts-de-France, on a lancé 3 opérations. Là, on va lancer une 4e sur Compiègne. Mais l'idée, par exemple, ça a été de partager des CV. Il y a des entreprises qui étaient, on va dire, qui croulaient sur des CV et d'autres qui n'avaient pas de CV. L'idée, c'est j'espérais un candidat. Ok, le profil ne me convient pas, mais il a peut-être un potentiel qui peut intéresser l'entreprise à côté. C'est aussi de favoriser par organisant une sorte de visite d'entreprise. Voilà, donc c'est aussi travailler sur des problèmes aussi bien de garde d'enfants. Vous voyez, donc l'idée, c'est en clair, pour réussir, c'est vraiment un maillage de tous les acteurs, c'est une coordination, c'est vraiment un partenariat, c'est un engagement des entreprises à la fois dans la partie sourcing, dans la partie communication, mais aussi dans la partie accueil des stagiaires dans l'entreprise pour à terme les intégrer dans les entreprises. Et cette notion aussi de fédération et de travailler sur des secteurs d'activité différents, mais en rencontrant les mêmes problématiques, c'est aussi ça, cette synergie. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Montanari. Même chose, on fait circuler la parole avec une proposition d'intervention complémentaire de Françoise, Françoise Thomas, ouais, pour un format. Là, on va rentrer encore plus dans le détail d'un secteur particulier et d'un travail sur finalement les référentiels et la manière dont on peut travailler les contenus de formation. Je vous laisse la parole, Madame Thomas. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, moi, je représente un organisme de formation Informa qui est affilié aux branches textile et habillement. Alors, je vais vous parler de 2 expérimentations croisées qui finalement sont tombées à pic malheureusement au moment du confinement et nous ont aidés à traverser le confinement. Une première expérimentation qui est celle qu'on a nommée, nous, Digitech des savoirs coudre, qui a été mise en œuvre au sein de notre organisme de formation grâce au programme Flora Innovation du Conseil régional. Et une deuxième expérimentation que nous avons mis en œuvre il y a 1 an au travers de l'EDEC numérique porté par les branches textile habillement, qui portait sur la sauvegarde et la transmission des savoir-faire grâce aux outils digitaux. Alors, concernant la Digitech des savoir-faire, on a travaillé sur plusieurs constats avec notre équipe pédagogique, des constats différents qui étaient les suivants. On a une équipe pédagogique qui est portée par des expertises techniques. À l'instar de ce qu'on trouve dans la branche professionnelle, nos formateurs sont expérimentés, peuvent pour certains être malheureusement vieillissants et peuvent partir avec leur savoir-faire dans quelques années. On a aujourd'hui dans nos groupes de formation, notamment sur les formations qualifiantes qui sont financées par le PRF de la région, des personnes qui arrivent avec des prérequis très très différenciés, beaucoup de prérequis, pas beaucoup de prérequis, et des écarts d'apprentissage peuvent se creuser au fil des parcours de formation. On a des ruptures intergénérationnelles, c'est-à-dire des jeunes qui viennent en formation, des publics plus âgés,
et des besoins d'avoir des outils un peu plus modernes pour diffuser nos contenus de formation. Et on se rend compte, et ça, nos formateurs se sont rendus compte, qu'il y a énormément de contenus libres sur le web, des tutos, qui portent des contenus de formation qui leur paraissaient pas très professionnels, notamment sur le domaine de la confection et de la couture. Partant de ces différents constats, on a réfléchi avec l'équipe sur comment intégrer le numérique dans nos pratiques pédagogiques. À partir de là, les formateurs ont décidé de mettre en boîte leur savoir-faire en créant une digithèque des savoir-faire qui est passée par les étapes suivantes, c'est-à-dire la mise en boîte par 50 tutos de gestes professionnels de couture qui permettent de réaliser un produit complet de couture, enfin de vêtements, à partir de gestes professionnels guidés par les formateurs. Donc, on a mis en boîte leur savoir-faire sur comment créer un vêtement de A à Z. Deuxième étape, on a filmé ces tutos grâce à une structure qui nous a aidés, une structure professionnelle qui nous a aidés à faire des films professionnels très courts, de 3-4 minutes, avec des gestes précis. Et pour aller plus loin, on a souhaité former nos formateurs à devenir eux-mêmes les producteurs de ces vidéos, pour qu'ils soient en capacité de pouvoir créer eux-mêmes des tutos professionnels. Troisième étape, on a investi sur des tablettes numériques qu'on peut fixer à des postes machines, à des tables à dessin, pour pouvoir permettre aux stagiaires de regarder les tutos par eux-mêmes à certains moments de la formation et de manière à pouvoir mixer les temps de formation, je dirais, autonomes grâce à ces tutos et les temps de formation présentiels en présence du formateur traditionnel. Et on a ensuite investi dans notre organisme aussi sur des TBI de manière à pouvoir projeter tous ces tutos. Alors tout ça, c'était avant le confinement, juste avant le confinement. Quand est arrivé le confinement, bien évidemment, tous ces tutos nous ont été extrêmement utiles. On avait fait l'acquisition d'une plateforme LMS juste avant le confinement et donc on a pu mettre ces tutos à disposition de nos stagiaires, créer des parcours guidés sur notre LMS de manière à pouvoir transformer la transmission de savoir-faire sur des gestes professionnels de manière distancielle, chose qu'on n'avait pas imaginée du tout de cette manière-là, puisqu'on avait imaginé du blended learning. Là, on a dû effectivement, pendant la période de confinement, pouvoir transmettre du contenu sur de la transmission de gestes professionnels sur une période de plusieurs semaines et de manière condensée. Alors, pour pouvoir y arriver et aider nos formateurs dans cette pratique, on a créé des parcours en 7 étapes assez directifs dans un premier temps, de manière à pouvoir guider les formateurs sur l'animation, la manière de pouvoir accompagner les stagiaires en formation à distance et en alternant les visios avec du contenu très précis, avec des consignes précises que donnait le formateur, un temps de travail à effectuer à distance par le stagiaire, pratique, le dépôt sur notre plateforme d'un travail pratique à corriger, une nouvelle visio, un quiz. Voilà, tout ça était très directif, mais ça permettait aux stagiaires et aux formateurs de s'approprier une méthode qui était nouvelle de transmission d'un savoir-faire qu'habituellement on fait en présentiel. Voilà pour, je dirais, la digithèque des savoir-faire. Alors, la plus-value aujourd'hui, c'est avec le recul, c'est que premièrement, on s'est rendu compte que les vidéos tutos permettaient d'avoir homogénéisé des pratiques de formateurs. D'un formateur à l'autre, il pouvait y avoir des différences de transmission de contenu. Là, on a homogénéisé la pratique avec des modes opératoires très précis, très organisés. Deuxième plus-value, c'est que la posture des formateurs a été modifiée, c'est-à-dire qu'au fil du temps, pendant le confinement, ils se sont transformés en accompagnateurs et pas simplement
en formateurs dispensant du contenu. Et ils ont été là pour driver et travailler sur le feedback, sur qu'est-ce que j'ai appris au travers du contenu que j'ai eu à distance. Troisième plus-value, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a, avec cette méthode, développé l'apprenance des stagiaires. On les a amenés à plus d'autonomie de travail parce qu'on les a beaucoup mis à contribution. Et enfin, on a dégagé du temps pour les formateurs de manière à ce qu'ils puissent, eux, se concentrer sur comment créer des outils qui soient le plus en plus attractifs avec ces moyens modernes et technologiques. Voilà. D'accord. Pardon, excusez-moi, je vous interromps. Oui. C'est un peu frustrant. Je poursuis le tour de parole, si vous le voulez bien, avec toutes mes excuses encore, puisqu'on a une demande également d'intervention du campus des métiers et des qualifications BSEI, je pense, sur cette question. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vous en prie. Bonjour. Oui, je voulais juste apporter un petit peu un témoignage, alors pas sur une approche pédagogique, parce qu'on y travaille aussi avec la mise en place de nombreux partenariats pour accompagner les enseignants justement à digitaliser de façon plus attractive, mais plutôt sur une adaptation finalement des contenus de formation pour répondre aux besoins des entreprises, hein, c'est qui était le thème 2, hein, comment on peut continuer donc à répondre aux besoins donc des branches. On a travaillé avec la CAPEB l'année dernière à une réponse à appel à projet qui était portée par la directe qu'on appelle Muteco, où et on le constate, beaucoup d'OPCO ont porté ce type d'appel à projet pour pouvoir déployer de l'accompagnement de la prestation RH auprès donc des entreprises et principalement des TPE-PME. Et donc, la CAPEB avait déjà donc en N-2 donc répondu à cet appel à projet et revenait donc vers le campus pour l'accompagner dans la réponse à la suite donc de cet appel à projet. Donc, chose qui a été faite et donc on a été donc retenu par la directe avec un accompagnement justement à la mise en œuvre. Et donc là, on est sur la phase presque 2 puisque il y a à peu près 80 on va dire prestations RH, donc diagnostic RH plutôt, qui ont été réalisés et portés donc par la CAPEB. Et derrière, le travail du campus, c'est de contribuer justement à l'analyse donc de ces prestations, de ces retours, pour justement extraire quelles compétences ont muté, quelles compétences ont évolué, quelle est la pyramide des âges, est-ce qu'à moyen, à long terme, on aura des besoins en recrutement ou en transmission des savoirs, comment justement nous, campus, puisque notre rôle c'est aussi d'être le lien et de faire la liaison entre le tissu économique et l'école avec un grand E, on peut justement nous s'approprier aussi l'évolution des gestes professionnels pour les décliner dans les référentiels et je veux dire in fine pouvoir proposer une offre formation où tous les membres du campus prestataires de formation pourraient répondre et centraliser finalement un petit peu le besoin pour mieux le déployer et plus répondre aux besoins. Donc c'est intéressant de par l'approche partenariale avec une organisation professionnelle. Et on a presque une approche donc GPEC, on va dire spécifique à une filière et à un territoire. Donc ça, c'était la première approche. Et puis la deuxième, c'est aussi un projet qui devait démarrer, donc qui sera reporté au démarrage deuxième quinzaine de novembre avec une grosse entreprise aussi du bâtiment, hein, puisque c'est notre filière, sur comment accompagner à la mutation des compétences des salariés du gros œuvre qui basculent sur le second œuvre, avec notamment les nombreux projets de rénovation qu'on peut avoir sur le territoire. Donc je vais vous citer le RBM, hein, par exemple, mais c'est vrai que on pense qu'il va y avoir effectivement beaucoup de besoins de recrutement, mais il y a d'abord aussi des besoins de mutation de compétences ou de polyvalence des compétences des salariés. Et donc, on a travaillé avec l'entreprise
à la construction donc d'un parcours de formation donc qui est mixte ou blended, qui va mixer du présentiel, du à distance. Et dans le cadre du présentiel, on a créé donc une cellule de travail en mode réel pour que les collaborateurs puissent bien s'approprier leur environnement. Le module de formation a été créé et construit avec des salariés donc de l'entreprise, et certains salariés interviennent aussi en doublon avec les formateurs pour que justement on va dire le transfert de connaissances et de compétences soit vraiment linéaire et bien compris à la fois par l'organisme de formation et par les salariés. Et la plus-value, c'est qu'on va travailler avec l'entreprise aussi dans l'idée donc de rendre ce parcours donc certifiant, donc de l'inscrire au répertoire spécifique, parce qu'on n'est pas sur un nouveau métier, mais plus sur un ajout de compétences à un métier existant déjà, qui se focaliserait sur la rénovation et principalement sur le second œuvre. Donc voilà un petit peu pour répondre donc à cet axe 2 sur comment on peut continuer d'innover pour répondre aux besoins des entreprises, l'expérience donc du campus. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Anne-Marie Lolivier, pour Pôle emploi, souhaite apporter sa contribution. Je te salue, Anne-Marie. Merci, bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. J'écoute avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des interventions qui sont de grande qualité et démontrent que dans notre région, il y a véritablement une volonté de coopération et de synergie entre nous tous. Eh bien, pour répondre aux défis qui nous sont présents, je crois que la crise sanitaire fait réfléchir et projette tout le monde dans un environnement qui est complètement chamboulé. Et en premier lieu, la crise économique que nous commençons à aborder amène chacun d'entre nous à se poser les questions de comment faire autrement. Donc, les différents témoignages qui ont été portés par chacun d'entre vous sont révélateurs de ça. Les services publics sont pas en retrait, bien entendu. Vous savez, vous nous connaissez. Je présente plus Pôle emploi. Ça n'est pas simplement la gestion, des personnes qui ne trouvent pas d'emploi. C'est aussi, nous sommes au cœur d'être à côté de chacun d'entre vous pour aider au mieux. Et pour ce qui est du sourcing, on en parlait dans le premier atelier, nous avons aussi pu bénéficier de l'avancée technologique que nous avons introduite depuis 2016 sur les contacts à distance, la forte mobilisation de Pôle emploi sur la dématérialisation pour permettre aux demandeurs d'emploi d'être déjà plus initiés et moins dépourvus devant ce qui aujourd'hui est une réalité, c'est-à-dire que de plus en plus on fait à distance des cours, on fait de plus à distance des démarches, et la fracture numérique aurait pu peut-être être encore plus significative si un ensemble de services publics comme le nôtre n'avait pas pris un peu à bras-le-corps le problème. Alors, il en reste beaucoup, mais il est vrai que durant la crise du confinement total de mars, Pôle emploi a été au contact de tous, en visio, en audio. Nous avons fait beaucoup d'entretiens téléphoniques qui nous a permis de bien mesurer les besoins de chacun, tant au niveau des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises. Nous avons essayé et nous sommes parvenus à garder un bon contact avec les recruteurs au travers de nos différents sites. Et au déconfinement et à la reprise des activités avec les mesures barrières, je pense que dans le cadre du plan alternance dont Sylvie de la CMA, Sylvie Couchin faisait écho, ensemble nous avons pu rapprocher et satisfaire à la fois les entreprises et les jeunes, puisque nous avons, s'il y a un défi majeur à faire, c'est de faire que nos jeunes ne soient pas une
génération sacrifiée, hein, et que dès la sortie des écoles et des universités, nous soyons déjà prêts à les accueillir dans les entreprises avec toutes les compétences nécessaires ou à former ou à encore développer. Donc, comme on est sur un axe 2, l'atelier comment innover en formation et comment s'adapter pour le développement des compétences de tous durant toute la vie. Hein, il ne faut pas oublier de se former toute la vie persiste. Je pense que le développement des plateformes pédagogiques et de formation à distance sont véritablement là un enjeu crucial et que les différents financements à la fois techniques et technologiques qui sont engagés dans notre région vont dans le bon sens. Hein, pour parfaire un petit peu ce qu'on dit, effectivement, dans les POEC, hein, au-delà du numérique, Monsieur Montanari, vous en avez fait la promotion et merci. Hein, on a ensemble pu trouver des réponses pratiques, hein, au plus près des besoins des entreprises dans leur territoire, puisque les entreprises ont bien souvent aujourd'hui des configurations particulières dans le lieu où elles sont implantées et dans l'environnement socio-économique dans lequel elles sont. Donc, bien entendu, les formations restent avec un tronc commun nécessaire, mais il y a aussi toute cette phase d'adaptation nécessaire, rapide aussi, et là on constate aussi que c'est la rapidité qui va faire et l'agilité que l'on aura tous ensemble dans les territoires pour répondre aux besoins, que l'on maintiendra des entreprises en bonne santé, et des entreprises en bonne santé, c'est elles qui recrutent. Hein, donc il faut pas se louper là-dessus. Donc oui, la POEC nous démontre cette capacité d'agilité, hein, pour répondre aux besoins d'adaptation territoriale. Il y a aussi tout ce qu'on en a pu faire autour des e-salons, hein, la capacité à mettre à distance des entreprises pour parler de leur métier et qui recrutent, et des chercheurs, hein, qui peuvent ainsi être en contact. Reste on est sur l'innovation pédagogique. Laurent, je te rends tout de suite la parole. Je comprends que c'est longue. Il y a aussi tout ce qui est formation à distance, le marché 100% FOAD à distance, qui ne concerne pas que des formations numériques. On est aussi sur des formations artisanales. Et bien que tout au départ, on nous a dit ça marchera jamais, bien si, ça marche énormément, puisque le 100% à distance à ce site particulier, c'est que ça permet d'être poursuivi même quand son statut de demandeur d'emploi change et qu'on redevient salarié. Ça permet aussi d'assurer une continuité dans l'esprit, se former tout au long de sa vie. Voilà, je vous rends la parole. Très bien, merci beaucoup Anne-Marie. Pardon pour presser un peu les gens, mais en même temps, je pense que l'essentiel est dit et je vous en remercie. Je pense qu'on arrive maintenant déjà. C'est vrai que ça passe extrêmement vite, 40 minutes. En même temps, c'est flash, ça permet d'aller à l'essentiel, même si c'est un peu frustrant. Me revient la tâche de ramasser tout cela en quelques propositions. Alors, je vais vous avouer que j'ai pris beaucoup de notes, mais c'est un peu le fouillis sur ma table puisque j'ai des feuilles partout. Alors bon, on a dit 3, moi je vais faire 4. Désolé pour l'orthodoxie qui était prévue au départ. Moi, ce que je retiens par rapport à ça, et puis évidemment au niveau du chat, vous pouvez sabrer tout ce que je raconte, et puis à ce moment-là, nous retravaillerons sur une expression plus conforme. Moi, ce que j'ai retenu, d'abord, presque par ordre d'entrée en scène, la première chose, c'est que on est sur une partie, on est sur un moment finalement de requestionnement et de bascule. Ça, on entend bien. Et ce moment de bascule, il se caractérise de deux manières au niveau des parcours, et puis il se caractérise aussi un petit peu au niveau des moyens et des moyens de faire. Au niveau des parcours, moi, ce que j'ai retenu d'abord, c'est que finalement, derrière la période que nous traversons,
il y a l'idée que c'est peut-être une occasion de reconsidérer la réflexion qui est menée et qui est une réflexion de comment on met l'accent sur les parcours sur mesure. Donc ça, c'est ressorti très souvent. Parcours sur mesure, où effectivement on va être sur des publics qui sont différents et différents notamment dans leur approche par rapport à l'hybridation ou distanciel présentiel, voire même que l'exclusivement distanciel, mais qui renvoie précisément à une nécessité de reprendre des temps de formation finalement qui soient variés en collectif, semi-collectif ou en bilatéral. C'est un peu ce qu'exprimait Éric Toillier dans son intervention. Parcours sur mesure a été par ailleurs rappelé, et je pense que c'est un élément à prendre en considération et à rapporter, qui est que cette prise en compte des parcours sur mesure renvoyée aussi, je dirais, par des lignes qui doivent bouger. On a parlé de briser le cadre par rapport à ça, sur les actions et la valorisation des parcours. Donc ça, c'est une première chose qui me semble importante. La deuxième chose, toujours sur la question des parcours, c'est revenu plusieurs fois, c'est la notion de parcours complet. Et cette notion de parcours complet, elle a fait référence le plus souvent à la nécessité de s'appuyer sur des plans d'action et des plans d'action qui soient mis en place au niveau territorial, qui paraît un niveau pertinent pour agir. Pourquoi? Parce que derrière ces parcours complets, au-delà de la notion de la montée en compétences qui a été rappelée évidemment et qui reste le but, eh bien il y a toute une série d'éléments de contraintes qu'il faut prendre en compte et qui vont assurer la sécurisation des parcours. On a parlé de garde d'enfants, par exemple, à un moment. Voilà. Donc, une mobilisation des acteurs locaux et probablement des initiatives à prendre en la matière, de regarder comment on peut démultiplier finalement cette organisation de plans d'action locaux et de jeux d'acteurs pour la réalisation de parcours complets, je dirais plutôt de parcours pris comme un élément d'un contexte plus général, voire social. Et puis ensuite, au niveau des moyens, là encore une réinterrogation, mais avec des vraies pistes qui ont été menées. Je pense, il y a un premier élément qui me semble être ressorti sur cette question des moyens, c'est l'humain. Ça avait été dit d'ailleurs dans l'atelier précédent. Et l'humain, là j'ai noté plusieurs éléments qui touchaient à la fois aux formateurs. J'ai bien aimé l'idée que, enfin, j'ai noté, parce que je ne fais pas de jugement de valeur, c'est pas mon rôle, mais une phrase était intéressante qui est les formateurs refont leur vrai boulot. Je pense que là il y a quelque chose d'extrêmement intéressant là-dedans. Il y a probablement aussi dans cette expression-là un élément qui a été plus ou moins approfondi, mais en tout cas qui a été cité sur l'accompagnement précisément des formateurs par rapport à cette nécessaire adaptation finalement de leur intervention dans le processus de formation, intervention qui est beaucoup plus riche que précédemment, sans dénier la qualité des travaux qui étaient faits évidemment précédemment. Un élément qui m'a paru assez intéressant, c'est on a même évoqué je ne sais pas si on peut parler de binôme, mais des relations formateurs-salariés qui me semblaient aussi intéressants par rapport à ça. Et puis dans les moyens humains, on a et dans les questions de personnes, on a aussi les stagiaires. Où on a parlé là aussi d'une nécessité d'une faculté ou d'une compétence particulière des stagiaires qui étaient beaucoup plus qui devaient travailler beaucoup plus en autonomie, et ça probablement il s'agit d'un élément qui doit être pris en compte et encouragé
voire accompagner sur cette question de l'autonomie des stagiaires, en gros pour qu'ils puissent participer pleinement à un processus de formation qui se particularise et sur lesquels les temps sont extrêmement variés et sur lesquels en tout cas on n'est plus sur du descendant en groupe. Et puis le dernier point sur les moyens que moi j'ai pointé, et excusez-moi encore, c'est un peu fouillis, mais hein, le dernier point sur les moyens que j'ai pointé, ce sont finalement la question des contenus, des ressources pédagogiques, où on voit qu'il y a un énorme effort qui a été fait, et sans cet effort, évidemment, le château de cartes est moins robuste. On s'en doute bien. Alors on a parlé des plateformes pédagogiques, de ressources pédagogiques. On a beaucoup parlé, moi je retiens aussi cette idée comme étant un élément très intéressant, qui est la possibilité de reprendre du tuto et de la vidéo. Alors évidemment avec ce passage en digital qui permet évidemment de faciliter le distanciel, mais dans ce que j'ai compris, qui pouvait permettre aussi de recréer les conditions finalement d'une réflexion des formateurs eux-mêmes sur la manière dont ils menaient la formation. Je n'ai plus la phrase exacte, excusez-moi, mais ça me semblait tout à fait intéressant et qui était en gros, au travers de la réalisation des tutos, il y avait une réflexion qui amenait à peut-être une occasion de remise en cohérence d'un certain nombre de pratiques et d'interrogations par rapport au contenu de formation. Excusez-moi pour la longueur de ces quelques éléments très modestes de conclusion provisoire. En tout cas, moi, c'est un petit peu ce que j'avais noté. Hein. Donc, cette question des parcours sur mesure, parcours complet, avec des approches territoriales, et la nécessité ensuite d'accompagnement formateurs et stagiaires, et de retravail et d'accompagnement aussi sur la mise à disposition et la création de contenu dans une forme, une technologie qui est évidemment beaucoup plus digitalisée. Est-ce que vous avez des objections fondamentales ou des remarques par rapport à ce que je viens d'exprimer encore une fois en très modeste conclusion des échanges? Alors, je ne vois pas de carton rouge apparaître sur le chat. Bien entendu, on pourra en rediscuter lors de la séance, lors des futures séances de travail.